Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Au Vietnam, je manque de me noyer et c'est une main qui me sort de l'eau, il n'y a personne sur la plage. Oui, c'est ce que vous dites, ouais. Ouais. Après, Après, le coup de la noyade et de cette main, inévitablement, il y a quelqu'un. Oui. Quelqu'un de plus grand et d'intangible. Parce qu'il n'y a personne sur la plage. Bonjour à tous, bienvenue, nouveau portrait que nous vous proposons maintenant avec un joli parcours étonnant au cœur du chamanisme, la voie du chamanisme, une voie de patience et d'exigence vers la voie de l'être. Avec mon invité Sandrine Elie, installée sur les canapés, qui vient de Bordeaux. Bonjour Sandrine. Bonjour Marc. Merci d'être là. Merci à vous de me recevoir. Je suis très très content de vous recevoir. J'aime raconter un petit peu les coulisses. Et avant de commencer l'émission, je vous ai dit quelque chose. Oui, tout à fait. Qu'il me faudrait écrire un livre. Mais bien sûr. Tout à fait. Et vous m'avez répondu ? Que les esprits me le demandent depuis longtemps. Voilà. Donc il faut écrire un livre et qu'on éditera nous, puisque nous avons aussi notre maison d'édition. Et voilà, ça sera avec grand plaisir. Car on va parler bien sûr de votre parcours de vie et de la chamane que vous êtes aujourd'hui. Oui. Et j'ai le sentiment quand même, et je dis souvent, et on entend aussi souvent au travers de ceux qui s'installent ici, que l'univers a poussé pour être ce que l'on est aujourd'hui. Et vous en êtes l'incarnation même. Hein. Tout à fait. Parce que rien ne s'est fait facilement. Non, rien ne s'est fait facilement, rien ne s'est fait en douceur. Ouais. Mais c'est la voie du chamanisme. En tout cas, du chamanisme sibérien, oui. Et que vous avez refusé longtemps. Complètement refusé au départ, oui. Pour des problématiques que c'était absolument pas mon univers, que je ne connaissais pas. Et puis parce que je viens d'un monde très cartésien, puisque j'ai derrière moi 20 ans d'industrie pharmaceutique. Donc très difficile d'accepter en effet de faire ce saut vers ce monde-là. En plus de ça, j'ai été révélée d'une manière un peu particulière, puisque ce sont à chaque fois des esprits. Alors il y a d'abord eu un rêve qui s'est passé et où j'ai refusé. J'ai pensé que ce rêve s'adressait à un ami à moi, puisqu'en fait dans le rêve j'étais au milieu d'une vingtaine de personnes avec un ami. Je ne savais pas qui c'était, je ne pouvais pas l'identifier à ce moment-là. Et il y avait un chaman devant nous. Je ne savais pas trop ce que c'était, je ne savais pas trop pourquoi j'étais là. J'accompagnais cet ami et ce chaman en fait me désigne en disant voilà, tu es chaman. Et me fait faire en fait de manière instantanée ce qu'on appelle une petite mort. Et dans cette petite mort, je reçois tout un tas de messages. Donc en fait, c'est une espèce de transe dans la transe du rêve, dans laquelle on m'indique en effet que je suis chamane, que je vais devoir suivre un chemin, que je vais devoir initier. Voilà, on me donne déjà plein d'informations et moi je me dis ok, c'est pour cet ami qui est avec moi et que je ne connais pas. Ça, c'est la première chose. Et donc tout ça est en rêve ? Ça est en rêve, exactement. Et vous vous réveillez avec cette information ? Exactement. Que vous réfutez ? Que je refuse, oui, complètement, je la refuse. Je la refuse. Et puis, près d'un an après, au cours d'un stage spirituel, on va dire, parce que vous y allez quand même ? En fait, je rentrais dans cette voie, mais dans la voie spirituelle, pas dans la voie du chamanisme. C'est-à-dire que j'avais quitté en fait ce monde de l'entreprise, sachant que je devais aller vers l'accompagnement des gens, puisqu'en fait j'ai eu le bonheur de faire 2 burn-out qui m'ont remis dans ma voie, et que en fait après le deuxième burn-out que j'ai en fait stoppé, c'est-à-dire que j'ai négocié avec mon corps pour ne pas le faire quand j'ai entendu que là il fallait vraiment que je change de voie. Eh bien, à ce deuxième burn-out, une nuit, même chose, en fait. Alors, j'avais déjà commencé à m'initier au coaching parce que je sentais qu'il allait falloir que je fasse autre chose. Et puis, c'est facile d'être coach. Ça fait bien sur le papier. Il y en a un peu partout. C'est-à-dire tout le monde est un peu coach de tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, et puis, je fais 2 grosses formations au coaching. Okay. Et puis, en fait, une nuit, je me réveille en entendant hypnose humaniste. Je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, je me renseigne. Et c'est là où je me dis, bon, ok. Avec le coaching et de la thérapie, je choisis d'aller vers l'accompagnement des gens. Mais c'est tout.
Et puis j'y vais sans savoir ce que je vais donner, en fait. En tout cas, vous prédestinez, vous ressentez intérieurement, intrinsèquement, que vous devez être thérapeute. Oui, tout à fait. Que je dois être dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement. Oui, exactement, voilà, dans l'accompagnement. Aider l'autre. Oui, voilà. Tout à fait. Comment choisir, comment travailler avec votre pierre d'ancrage? Saviez-vous que votre voix cache un pouvoir extraordinaire? Et si un message du ciel pouvait vous redonner le sourire, dénouer une situation ou tout simplement vous remettre sur le chemin de votre vie? Saviez-vous que chacun d'entre nous possède un animal de pouvoir, un guide spirituel qui peut nous accompagner tout au long de notre vie? Dans notre atelier, vous allez vivre avec nous une immersion sonore, ressentir, vibrer en connexion avec votre voix. Et pour cela, il nous faut des outils vibratoires puissants, les baumes sonores. Je vous donne rendez-vous pour un week-end exceptionnel le 24 et le 25 mai à Nancy. Aux ateliers d'ABC Talk, corps, âme, esprit, avec Marc Leval et toute son équipe. Je vous guiderai à travers une expérience magnifique autour de votre respiration. Nous allons partager un moment d'humanité que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Pensez bien à prendre vos billets sur abctalk.fr. Et à très bientôt. Alors, c'est vrai que venant de l'industrie pharmaceutique, et Dieu sait qu'en France, on a un rapport à l'industrie pharmaceutique qui est un peu, un rapport un peu particulier. Tout à fait. On est aux antipodes, là, pour le coup. Complètement. Donc, vous avez fait école de commerce. École de commerce, exactement. Et puis ensuite, l'industrie pharmaceutique. Exactement. C'est assez dingue. Mais vous dites que vous n'étiez pas du tout prédestiné à ça. En tout cas, moi, je l'ai évoqué de cette manière-là. Quoique. Oui. C'est-à-dire que, toute petite, il y a déjà oui. des informations qui vous viennent, une grand-mère qui va vous initier au pendule. Exactement. Donc, il y a quand même déjà des choses. J'ai des choses, de toute façon, tout au long de ma vie. Tout au long de ma vie, en effet. Mais ce qu'il y a, c'est que, déjà, j'ai l'impression que tout le monde vit la même chose, puisque c'est ce que je vis. Donc, j'ai pas du tout l'impression que c'est quelque chose de particulier. Donc, c'est, voilà, ça rentre dans ma nature, on va dire. Et puis oui, il y a ma grand-mère paternelle qui m'initie au pendule à 8 ans. J'ai en effet beaucoup de prémonitions, c'est-à-dire que je sens les choses qui vont arriver, je discute avec tout. Je suis en communication avec la nature très facilement. Mais voilà, en fait, pour moi, c'est très naturel, donc je ne vois pas là, en fait, une marque de quoi que ce soit. Et vous dites même que vous vous fermez à ça, c'est-à-dire oui. à 11 ans... Tout à fait, je ferme stop. tout. Oui, parce qu'en fait, je me fais peur, en fait, avec des esprits un petit peu forts qui viennent à moi et qui me font très peur une nuit. Alors, est-ce que ça, vous l'évoquez avec votre entourage, votre famille, à 11 ans? Un petit peu. Ouais. Un petit peu, mais pas trop. On refuse aussi? En fait, non, j'ai une famille qui est plutôt accueillante avec ça, ouais. Mais voilà, ils ne savent pas trop quoi en faire. Donc, voilà, donc j'ai pas de raillerie, j'ai pas de moquerie, mais voilà, j'ai pas non plus des gens qui me soutiennent là-dedans, parce que voilà, ils connaissent pas, tout simplement. Ouais. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire, quand entre 11 ans et la fin de votre job dans l'industrie pharmaceutique, il y a quand même un gros delta. Exactement. Il y a presque 30 ans. Il y a 30 ans. Oui. Et donc, on se dit que pendant ces 30 ans, il n'y a plus de rêves prémonitoires, il n'y a plus d'informations qui arrivent. Si c'était aussi simple. C'est pour ça, je me dis, il doit se passer il se passe énormément de choses. Un maximum de trucs en 30 ans. Exactement. Non, je continue. Alors en fait, j'en ai moins pendant toute une période. On va dire que toute l'adolescence, ça se calme un petit peu. Et puis, je fais mes études. Je commence à faire mes études dans l'industrie, en école de commerce. Je décide de partir, par exemple, vivre au Vietnam. Le choix n'est absolument pas anodin, puisqu'en fait, je vais comprendre après que je recontacte en fait des vies antérieures. Quand je suis là-bas, c'est la période où il y a cet événement marquant dans le RERB avec l'attentat du RERB que je sens en fait à l'avance. Voilà, je ressens en fait déjà de plus en plus les choses se réinstallent. Et puis en fait, au fur et à mesure de ma carrière, même en fait, quand je rentre dans l'industrie pharmaceutique, j'ai une première assistante qui est en fait, on va dire un peu médium. Ensuite, j'ai une collègue qui est astrologue. Et puis j'ai de nouveau une amie qui est une collègue qui deviendra vraiment une très très bonne amie, qui est aussi médium et énergéticienne. Ouais, quand même. Voilà. Donc entre la famille et puis l'entourage, exactement. Il y a quand même, on a le sentiment que même si vous coupez ou si vous essayez de ne pas être influencé par l'univers de cette manière-là. Ah oui, l'univers m'y ramène. M'y ramène automatiquement, ouais, tout à clairement. fait. Sur le voyage au Vietnam, vous y allez, mais vous ne savez pas initialement que vous allez reconnecter avec des vies antérieures. Pourquoi est-ce que vous sentez cet appel au Vietnam? J'ai aucune explication, en fait, justement, avant. Aucune explication avant.
Et du coup, en fait, j'y vais parce que mon école de commerce, j'ai fait des études de marketing international. Je me dis, bah, autant aller travailler en fait à l'étranger. Okay. Et puis, ce pays est en train de se réouvrir. Voilà, non, je le choisis comme ça parce que j'ai suivi le vent beaucoup en fait dans ma vie, je dis. Ouais. Et voilà, j'ai suivi le vent et je suis allée vers le Vietnam. Je suis toujours interloqué, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer très vite, mais je me dis, vos anciens collègues de l'industrie pharmaceutique, qui vont entendre peut-être ou qui vont prendre de vos nouvelles et vous entendre dire « je suis chaman ». Oui. C'est lunaire. Oui, c'est lunaire. C'est lunaire. Pour eux, ça doit être lunaire. Oui, alors... Sandrine, qu'est-ce que tu nous fais? Complètement. Oui, c'est quelque chose auquel je m'attends, mais c'est pas ça. Maintenant, ça ne me touche plus. Oui, c'est ça. Maintenant, ça ne me touche plus. Il y a 8 ans, oui, je pense que ça aurait pu me perturber, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai en fait refusé. Mais dans les anecdotes aussi qui me ramènent dans cette voie-là, je fais une tuberculose pulmonaire avant de partir au Vietnam, voilà, qui est quand même une maladie très grave. Donc je me retrouve avec des très très gros traitements pour pouvoir m'en sortir parce qu'on met très longtemps à l'identifier. Au Vietnam, je manque de me noyer et c'est une main qui me sort de l'eau, il n'y a personne sur la plage. Oui, c'est ce que vous dites, ouais. Après, mais le coup de la noyade et de cette main, inévitablement, il y a quelqu'un. Oui. Quelqu'un de plus grand et d'intangible. Parce qu'il n'y a personne sur la plage. Il n'y a absolument personne sur cette plage. En fait, je pars avec des gens que je connais plus ou moins, passer une journée sur la plage où ils font du surf. Moi, je nage très loin parce que je suis habituée à beaucoup nager à cette période-là. Et puis la mer se met à se démonter, se déchaîne. Et là, je me dis à un moment, ben là, je vais pas en réchapper. Parce que vraiment, la mer est beaucoup trop forte. Donc je me laisse flotter à un moment. Et puis au bout d'un moment, ben, je recommence à nager. Et j'ai vraiment la sensation qu'une main me tire. Et en fait, je me retrouve sur la plage, je regarde autour de moi, il n'y a personne. Et ils me le confirmeront, parce qu'en fait, eux sont tous dans la maison, et en fait, c'est plus ou moins la plage qui est avec la maison qu'on a louée. Donc, il n'y a personne qui peut y accéder. Ça, voilà. C'est quand même, ça, c'est des témoignages. C'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut que Sandrine, à un moment donné, écrive, il faut raconter tout ça. Hein. Voilà, il faut vraiment raconter, je vais y penser, oui. Ça. Donc, vous entendez dans un rêve, encore une fois. Est-ce qu'aujourd'hui encore, le rêve est omniprésent chez vous pour avoir et les messages et les informations? Alors oui, ça peut encore arriver, mais c'est pas le biais le plus fréquent. Okay. C'est pas le biais le plus fréquent, non. Il y a ce rêve, en effet, voilà, que je fais alors que je suis encore à moitié dans l'industrie et voilà, que je refuse complètement. Après, je vais encore en faire de temps en temps, mais ça va être des rêves éveillés. Et d'ailleurs, c'est une des choses, c'est que les gens souvent confondent la transe chamanique avec de l'hypnose ou de la méditation. C'est aussi une forme de transe, bien entendu. Mais la différence, c'est qu'en fait, on appelle en chamanisme, on parle de voyage chamanique ou de rêve chamanique. C'est ça, en fait, les transes qu'on fait. C'est presque des décorporations. Et oui, je vais en refaire, par exemple, pour recevoir des protocoles, j'aime pas trop ce terme-là, mais des protocoles de soins. Je vais en faire aussi de temps en temps, oui, pour avoir des informations. Mais après, c'est plutôt moi qui vais les provoquer. Donc je pense que de moins en moins, ils vont utiliser le canot de se dire « elle dort ». On l'a sous la main, on va lui passer les messages qu'on veut qu'elle reçoive, parce qu'elle a un peu la tête dure. Alors, quand vous entendez au travers de cette nuit le mot hypnose humaniste, vous faites 3 recherches. Oui, je fais des recherches parce que je ne connais absolument pas. Ouais. Et donc? Et je décide en fait d'aller m'y former. C'est ça qui est vraiment le déclencheur, parce qu'en fait, avec la formation coaching, ce que je me rends compte, c'est que c'est un outil magnifique, les formations que j'ai de coaching. Mais très vite, en fait, les gens que je commence un peu à accompagner, je m'aperçois qu'il y a des problématiques thérapeutiques derrière et que le coaching n'apporte pas les outils, ce qui est normal, c'est pas fait pour. Donc je me dis, il faut que je trouve une voie thérapeutique. Mais je laisse ça de côté, en fait. Je le mets un petit peu de côté jusqu'à entendre hypnose humaniste. Et moi, de l'hypnose, tout ce que je sais à ce moment-là, c'est l'hypnose de spectacle. Donc, qui ne m'intéresse pas parce que c'est une prise de contrôle sur l'autre. Et l'hypnose humaniste, c'est tout l'inverse. Et en fait, en me formant à l'hypnose humaniste pendant presque 2 ans, je découvre qu'en fait, la majorité de ces protocoles, on va dire réellement éponymes, ce sont des protocoles issus du chamanisme. La recherche que vous faites sur Internet et autres, sur l'hypnose humaniste, vous faites la même chose quand vous entendez le mot chaman? À peu près, oui, exactement. Je vais faire à peu près la même recherche. Je vais essayer de me renseigner, voir ce que je peux trouver. Et là, pour le coup, quand vous cherchez, c'est lunaire. C'est lunaire parce qu'il y a tout et son contraire.
Et puis surtout que à ce moment-là, en fait, assez vite, je sens qu'en fait, on m'entraîne, parce que c'est ce qui m'est donné, hein, en fait, par les esprits à ce moment-là, d'aller vers le chamanisme d'origine. Et alors, je ne sais absolument pas ce que c'est, et que pour moi, au moins, à la rigueur, le chamanisme, c'est amérindien. Mais aller trouver ce que c'est que le chamanisme d'origine, à l'époque, on parle très peu du chamanisme sibérien. On entend parler un petit peu du chamanisme amérindien, du chamanisme d'Amérique du Sud, du chamanisme mongol, mais pas forcément du chamanisme sibérien. Quelle est la spécificité du chamanisme sibérien? On considère vraiment comme étant le chamanisme d'origine, c'est-à-dire que c'est en Sibérie qu'on a retrouvé les plus anciennes traces du chamanisme. Voilà. Après, ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'il n'est pas très folklorique, il n'est pas très drôle. Et la différence, peut-être, je trouve que c'est un chamanisme qui est très pratique. C'est-à-dire qu'on va rentrer vraiment dans la vie des gens. Et dans la vie des gens, je veux dire de la communauté au sens très large. Le chamanisme amérindien a souvent été réservé en fait aux communautés, et aujourd'hui encore malheureusement parce qu'ils sont parqués, c'est réservé en fait à leur communauté. Là où par exemple en Sibérie, en Russie ou comme en Mongolie, tout un chacun va avoir un chaman. Et donc il a ce côté très pragmatique qui va être beaucoup moins mystique que le chamanisme, surtout d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord. Et alors on dit souvent, et on entend souvent dire qu'il faut être adoubé par son chaman. Ou, voilà. Vous l'avez été? Pas du tout. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Je l'ai été par les esprits. Et c'est ça toute la difficulté de ce parcours. Non seulement la difficulté, et parfois aussi ce qui est souvent décrié. C'est-à-dire qu'on va peut-être vous dire, ça y est, vous vous êtes octroyé cette fonction qui... voilà, alors que ça n'est que votre parole. Pardonnez-moi. Hein. Ça n'est que ma parole. Je vous pousse un peu dans mon franchement. Complètement. Ça n'est que ma parole. Et c'est pour ça qu'en fait, au début, je l'ai absolument refusé. Mais ce qui s'est passé par la suite, qui a été de me montrer qu'en fait, tout me ramenait vers ce chamanisme. Et puis surtout, en fait, j'ai quand même... là aussi, ils ont été très amusants, les esprits, et un esprit en particulier. C'est-à-dire que je vais donc faire des initiations au tarot, à la médiumnité, au tout début où je rentre en fait dans cette voie spirituelle. Et en fait, la personne qui accompagne ce premier stage de tarot fait des canalisations, c'est une médium, fait des canalisations, elle canalise en fait les guides des personnes ou ses propres guides. Et en fait, là, en plein milieu de la canalisation, se retrouve à expliquer qu'il y a un énorme esprit qui s'est planté devant elle, qui s'est imposé à elle et qui me désigne en tant que chamane. Voilà. Et du coup, qui, en fait, pendant la canalisation, va me donner une grande partie de ma feuille de route qui correspond, bien entendu, à ce que j'ai eu dans ce rêve quelques années auparavant et dont j'ai parlé à personne. Essayez de nous décrire cette feuille de route, parce que c'est toujours intéressant quand nous n'avons pas, j'allais dire, cette capacité, enfin, on l'a tous la capacité, mais même si ça m'agace quand j'entends ça en permanence, on dit « oh, on a tous la capacité de bon ». Mais en tout cas, cette feuille de route, elle se présente comment? Comment est-ce que vous arrivez? C'est point par point, on vous dit « il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». C'est assez détaillé, de manière très surprenante. C'est assez détaillé, c'est-à-dire que, donc en fait, il me dit, voilà, elle est la chamane, elle doit recontacter ses pouvoirs de chamane, elle doit retrouver des clés et elle doit entre autres initier à la voie de la patience. Elle devra transmettre. Il y a la notion de créer un espace pour recevoir les gens aussi, donc d'apporter un lieu, voilà, un lieu spirituel. D'accord. Voilà, ça veut dire quoi, retrouver son pouvoir de chaman? Alors, c'est recontacter, en fait, ce qui m'est dit, alors, à cette occasion, puis après à d'autres occasions, c'est recontacter le pouvoir de chaman au travers de l'expérience de vie antérieure que j'ai pu avoir. Donc, c'est la même chose, hein, c'est de la transe pour aller rencontrer des esprits. Et puis, ce qu'il me dit surtout dès le départ, c'est qu'elle va surtout être initiée par les esprits. Et ça, en fait, je découvre plus tard que c'est vraiment l'initiation sibérienne qui est très spécifique à ça. Et cette transe, vous allez la chercher où et la faire où? En fait, je la fais au début de manière très innée. C'est-à-dire que je m'aperçois que je peux très facilement me connecter avec les esprits. Donc dans un état méditatif et ensuite en profondeur? Oui. Alors c'est en profondeur par l'eau. Par le haut. En fait, c'est plutôt un état. Non, mais c'est normal, c'est parce que c'est souvent aussi ce qu'on a en hypnose. C'est-à-dire qu'on rentre à l'intérieur de soi, justement, en hypnose ericksonienne. En hypnose humaniste, on ouvre tout. Et je dois dire que l'hypnose humaniste va beaucoup m'aider à se faire ça, parce qu'en fait, c'est une hyper-connexion, l'hypnose humaniste. Et la transe chamanique ressemble beaucoup à ça. Donc c'est une auto-hypnose profonde? C'est un peu plus que ça.
Okay. C'est-à-dire que c'est un état où il y a un tel laisser-être, lâcher-prise dedans, qu'il y a un état vibratoire qui est atteint, qui permet de rentrer en contact avec des esprits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, c'est d'accepter que les esprits puissent m'incorporer. Ça, c'est une des spécificités du chamanisme sibérien. Et alors, quand vous acceptez que les esprits puissent vous incorporer, est-ce que vous le ressentez physiquement? Oui. Je peux le ressentir physiquement, tout à fait. Les premières expériences, d'ailleurs, je le fais volontairement avec des esprits animaux, puisqu'en fait, je suis initiée principalement par des esprits animaux et des esprits chamans. Et en fait, on me fait ressentir ce que ressentent les animaux. Jusqu'à quel point vous avez, encore une fois, refusé tout ça? Parce que ça semble tellement incroyable. Je veux dire, il n'y a que vous qui, au sein même de votre être et de vos cellules, est capable de ressentir ça. Sauf que, aller l'admettre, le comprendre, et puis ensuite dire, bon, ben voilà, qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi. C'est tout le chemin, en fait. C'est de ne surtout pas chercher à comprendre, en fait. En fait, le chamanisme est une voie d'expérimentation. Et c'est pour ça que ça le rend assez complexe et qui peut être douloureux. C'est qu'en fait, tout ce que je vais avoir le droit de faire sur les gens doit passer par mon corps. Je dois avant tout le passer par moi. Donc ça donne des expérimentations qui peuvent être en effet très, très particulières. Mais oui, c'est justement ça. C'est que plus moins on essaye de comprendre, plus on se remet dans cette voie de patience, et c'est après que j'ai compris pourquoi, c'est une reconnexion en fait avec la nature, avec son rythme, avec cette acceptation que par exemple un arbre le matin, il est, point barre. Et c'est ça en fait, c'est juste accepter d'être pleinement. Et c'est d'être ça. Ce qui est toujours un peu paradoxal, c'est que l'explication que vous en apportez, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, est très simple. L'expérimentation, on l'est tout autant, et ça paraît... On a l'impression qu'on est dans deux mondes complètement différents, vous voyez ce que je veux dire? Oui, et pourtant, justement, c'est ce que j'aime énormément dans le chamanisme, c'est qu'on est ancré. C'est-à-dire qu'un chaman, il est là pour être incarné sur Terre, pour venir, en fait, apporter à... Alors, je vais utiliser le terme de communauté, parce que c'est ça, en fait. On est chaman. On n'est pas chaman, en fait, si on est ermite au fond d'une grotte, entre guillemets. En tout cas, dans la vision sibérienne du chamanisme. On est chaman parce que l'on vit dans une communauté dans laquelle on vient apporter de l'harmonie, des compréhensions, des guérisons, de la guidance. C'est tout ça, en fait, le chamanisme sibérien. À quel moment vous acceptez d'être chaman? Je ne sais pas si j'ai encore accepté entièrement. Ouais, c'est ce que je lis sur la fiche de phrase. C'est-à-dire que... Vous dites, je ne suis pas chaman. Vous vous l'êtes dit longtemps. Je me le suis dit longtemps. Aujourd'hui, je l'écris parce que justement, même chose, les esprits m'ont demandé de l'écrire, de l'accepter, de le reconnaître. Parce que, et puis voilà, c'est aussi ce chemin. C'est-à-dire que cette première médium, quand elle me le dit, je fais un autre stage avec elle quelques temps après. Le même phénomène se reproduit. Et j'apprends après qu'en fait, ça ne lui est jamais arrivé et que c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout le chamanisme. Donc c'est là où je trouve qu'ils sont très taquins, les esprits, parce qu'ils vont passer par des gens qui n'y croient pas. Quelques années un an plus tard, je vais rencontrer une femme guérisseuse qui se retrouve en fait dans exactement la même situation. Elle ne sait pas que je suis chamane, j'en parle pas. Et elle se retrouve en fait à me dire, il y a un chaman qui est en train de s'imposer à moi et qui me redonne à peu près les mêmes informations. Je rencontre encore un peu plus tard un autre guérisseur. Et même chose, cette femme n'aime pas trop le chamanisme. Là, un autre guérisseur. Et en fait, on est un jour je fais régulièrement des séances pour être sûre d'être bien alignée, des choses comme ça, quoi. C'est un kinésiologue. Et on est en séance, c'est la deuxième séance, et la porte de son cabinet s'ouvre. Et il me dit, là, il y a un chaman qui est là. Je dis oui. Donc là, en gros, je me dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, quoi? C'est ça. Voilà. Donc ça y est. Et là, oui, je me dis, ok, là, je dois le reconnaître. Et là, on est, il y a à peu près, il y a 3 ans. Il y a 3 ans de ça. Qu'est-ce que vous dites quand les gens vous abordent et qu'il y a cette fichue question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous dites, je suis chaman? Oui. Ah ouais, vous dites, je suis chaman? Oui, je le dis. Ok. Je le dis. Je dis, ça dépend des endroits, ça dépend des gens. Ça dépend qui, évidemment. Exactement. Mais oui, je le dis assez facilement maintenant. Okay. Et j'explique aussi,
parce que ça fait partie justement de ce qui m'a été demandé, c'est-à-dire d'expliquer le chamanisme. Bien sûr, moi je le pratique entre guillemets dans sa version thérapeutique qui prend des formes, plein de formes différentes. On va en parler, ouais. Mais c'est une vie de tous les jours en fait d'être chaman. Ça m'a poussé à transformer totalement ma vie. C'est sûr. Et c'est ça que j'explique aux gens. C'est avant tout une reconnexion. C'est quitter le monde de l'illusion, c'est quitter le monde de la dualité, c'est quitter le monde de l'ego. Alors bien sûr, il faut un peu de chaque, mais d'une manière qui est très harmonieuse. Et c'est surtout en fait quitter la dualité, c'est-à-dire se souvenir qu'on est unis à tout. Et c'est vraiment ça en fait cette voie. C'est vraiment ce que décrit l'animisme. Hein. C'est que tout est esprit, que tout est vibratoire. Et donc en fait, on est juste un accord vibratoire dans ce monde. Et donc, en effet, c'est une modification de nos vibrations qui fait qu'on va pouvoir interconnecter avec des esprits, avec des entités. Alors, je sais que le terme est souvent fait peur, mais c'est en fait une entité, c'est un esprit. Est-ce que vous êtes allé sur les terres Non. Non. Non, parce que je n'en ai pas ressenti le besoin, et je pense surtout que je n'ai pas rencontré il n'y a pas eu cet appel, entre guillemets, d'y aller. Parce que j'ai compris aussi que justement, on me demandait de vivre cette voie en l'acceptant, sans justement avoir de reconnaissance extérieure. Et que la reconnaissance extérieure, elle soit par les gens que j'accompagne, en fait. Parce que c'est aussi, dans le chamanisme sibérien, c'est ce qui le rend difficile. C'est qu'en fait, on est chaman pas par une reconnaissance sociale. On est chaman par une reconnaissance des gens avec lesquels on interagit et qui reconnaissent en nous, en effet, qu'on est venu modifier quelque chose en eux, modifier quelque chose dans leur vie, dans leur environnement. Là aussi, c'est parfois un peu controversé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chamans qui vont vous dire, si vous n'êtes pas, par exemple, allé en Mongolie, dans une yourte qui permet justement à une autre chamane de vous déclarer officiellement en tant que chamane, c'est pas valable. Tout à fait. Mais moi, j'ai rien à opposer. C'est pas ma réalité. Okay. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont passés, et je pense que c'est aussi parce que c'était la voie que je devais porter, justement. C'est-à-dire que venant d'un monde ultra-cartésien et ayant tellement refusé, en fait, cette voie, je pense qu'ils n'ont pas non plus... qu'ils ont fait en sorte que ça soit tellement aligné à l'intérieur de moi que je n'aille pas, justement, chercher cette reconnaissance par une autre chamane. Alors, je l'ai eue par la chamane sibérienne qui m'a initiée, qui me l'a dit. Mais là encore... on m'a fait une surprise extraordinaire, puisqu'en fait, cette femme, je la rencontre un jour de manière tout à fait fortuite. Je lui demande si elle est prête à m'initier. Elle me dit oui. Je lui demande si je suis chamane. Elle me répond, tu ne serais pas là autrement. Donc, même chose. Elle ne me dit pas, oui, tu es chamane. Et puis, en fait, elle disparaît. Pour des raisons qui lui sont très personnelles, elle disparaît. Et en fait, je vais être initiée à distance. Elle disparaît. En fait, elle doit quitter la France de manière très instantanée. D'accord, oui, non, je pensais que... D'accord. Non, elle doit quitter la France de manière très instantanée. Donc, je me retrouve OK. Et puis, j'ai son contact, donc je la recontacte. Et puis, on fait ça à distance. Ce qui est terrible pour moi, qui veut absolument, justement, quelque chose qui soit bien dans la matière, quelque chose d'académique. Voilà. Et surtout que toute son initiation, c'est en fait apprendre à être initié par les esprits. Vous dites aussi que vous partez, alors je ne sais pas si c'est un combat, mais vous avez quand même aussi une critique sur le fameux chamanisme New Age, comme vous l'appelez. Qu'est-ce que c'est pour vous le chamanisme New Age ? Alors, déjà, dans le New Age, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Le New Age a eu une vertu, c'est qu'il a diffusé beaucoup la spiritualité. Mais la voie de la spiritualité, c'est pas une voie facile. C'est pas toutes les spiritualités. Hein. Ce sont des voies d'effort, ce sont des voies d'expérimentation et d'exercice. Le truc, c'est que on a trop simplifié. On a voulu le rendre trop simple. Et du coup, c'est quand même une voie qui doit être respectée. Et par exemple, quand je vais prendre ne serait-ce que l'ayahuasca, c'est quand même une liane sacrée, c'est une plante sacrée qui à l'origine était utilisée uniquement par les chamans, par des chamans très spécifiques, et encore on ne les appelle pas chamans, en principe en Amérique du Sud, hein, ce sont des guérisseurs utilisant l'ayahuasca. Mais ils l'utilisaient pour eux, pour des quêtes mystiques, pour des quêtes de vision, pour des quêtes de guérison.
Et c'est une plante qui est sacrée, c'est une plante qui est d'ailleurs en colère, parce que justement, elle a été utilisée comme si elle était une baguette magique, mais elle s'accompagne de tout un travail, en fait, quand on veut la recevoir. Et du coup, ça a créé aussi, par exemple, des réticences chez des gens à aller voir d'autres chamans, parce que, moi je sais qu'une des questions qu'on me pose, mais c'est est-ce que tu vas me faire prendre des produits hallucinogènes? Non, parce que le chamanisme sibérien n'utilise absolument pas ça. Le chamanisme sibérien, justement, les quêtes qu'on doit faire, on les fait par la volonté, en fait, de l'intention, vraiment. Et, entre guillemets, de cette espèce de travail sur soi quotidien, à travailler des vibrations qui nous permettent d'être en permanence en interconnexion. Donc, en effet, on ne va pas aller vers des produits. Mais ça, voilà, ça a donné une très, très mauvaise image, parce qu'il y a des gens qui ont eu des expériences qui sont dramatiques avec l'ayahuasca. Et puis je rappelle que c'est une plante interdite. Exactement. En France. Donc, exactement, ça se pratique dans d'autres pays. Mais là encore, bien souvent, ça ne se pratique pas de la bonne manière. Il y a des gens qui le font très, très bien, et heureusement. Mais il y a beaucoup de pratiques qui ne sont pas... Et les courants New Age sont venus, voilà, j'ai envie de dire, dévoyer ça. Il y a des termes, par exemple, moi, quand on m'explique qu'on fait un recouvrement d'âme, ou bien une extraction par un protocole qu'on lit sur un livre ou au travers d'une vidéo YouTube, ça me pose un souci. Oui. C'est très réducteur, évidemment. C'est très réducteur, et au-delà de ça, alors je ne vais même pas dire, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit peut-être que c'est dangereux, je ne sais pas. J'irai pas juger à ce point-là. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, on a fait du chamanisme aussi quelque chose qui est très marketing. Et ce qui fait que les gens vont utiliser ce terme-là pour des protocoles qui sont très puissants et qui sont certainement très bien, mais qui ne sont pas des extractions, qui ne sont pas des recouvrements d'âme. Une extraction, ça fait pas quoi? Ces deux méthodes-là, ces deux techniques-là, font partie des plus dangereuses dans le chamanisme. Tant qu'on ne parle pas de tout ce qui est magie noire et autres envoûtements, hein, où là on est encore sur des choses qui sont encore d'autres dangers. Mais une extraction, on vient enlever en fait un esprit. Ben, si l'esprit n'a pas forcément envie d'être délogé, donc il peut nous sauter dessus. Voilà. Il dit, tu m'enlèves de là, je vais me coller sur toi. À celui qui initie, hein. À celui qui fait au chaman. Voilà, la personne qui vient initier. Donc, et c'est pas dangereux en soi à partir du moment où on est formé et qu'on y fait attention. Ouais. Mais c'est là où je viens de dire aux gens, non, vous avez fait des belles techniques, ça vous a apporté des choses, c'est très bien, mais c'est pas une extraction. Et c'est juste ça, c'est que on explique la physique quantique, mais Platon l'a expliqué, alors je connais pas la physique quantique, hein, mais de ce que j'en connais, c'est qu'en fait, il y a des nuages informationnels. Et il y a un nuage informationnel qui s'appelle extraction, qui s'appelle le recouvrement d'âme. Les nuages informationnels, ils tiennent parce qu'ils sont nourris par tous nos échanges avec eux. Et quelque part, eh bien, on vient en fait salir ces nuages informationnels quand on vient utiliser ces termes à mauvais escient. Et c'est en ça que moi, ça vient me toucher. Et c'est parce que aussi, ça fait partie des choses que les esprits m'ont demandé, de venir réexpliquer ça. Quand, par exemple, on vient me dire des gens qui pratiquent du druidisme et qui me disent « Ah ben, je suis un chaman ». Je trouve ça même, en fait, ultra dévalorisant pour le druidisme. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire qu'il est chaman? En quoi ça serait mieux? C'est sublime d'être druide. Et c'est le côté marketing, en fait. Et ça, je sais que le New Age y a beaucoup contribué. Mais alors, je me pose la question, pourquoi est-ce que l'univers, les esprits, en l'occurrence, ne sanctionnent pas ça? C'est-à-dire que ne font pas en sorte qu'il n'y ait pas des gens qui soient qui véhiculent soit de fausses informations, soit de mauvaises pratiques. Parce que dans le chamanisme, hormis les énergies très 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 négatives, on n'extrait rien. Tout existe. On n'est pas dans un monde de ou, on est dans le monde du et. Donc il y a le noir, il y a le blanc. Il y a les choses qui sont, on va dire, restées dans leur origine, et puis il y a les choses qui sont moins pur. Il faut que le tout existe. Et puis c'est à nous, en fait. Hein. Le chamanisme, et beaucoup le chamanisme sibérien, est très basé sur le libre arbitre. C'est le libre arbitre des gens que d'aller vers des voies comme ça. Donc c'est à eux, en fait, en conscience. Mais c'est juste là où... C'est pour ça que, moi, c'est vrai, quand je transmets le chamanisme, quand je suis en séance, j'explique beaucoup ce genre de choses, juste pour que les gens puissent, en conscience, choisir, savoir ce qu'ils utilisent comme terminologie. Oui, parce que tout a un sens. Exactement. Chaque mot a un sens, chaque pratique tout à fait. Exactement. a une définition bien spécifique. Exactement. Vous n'avez pas de
gris-gris particulier, enfin vous voyez ce que je veux dire? Le Alors, chaman, il a toujours, à part les tatouages que vous avez sur oui, l'avant-bras. tout à fait. Alors, en fait, le chamanisme sibérien nous instruit pour qu'on chamanise soi-même. C'est-à-dire que un chaman doit savoir chamaniser sans rien. Alors, Donc, j'ai vous n'avez pas de tambour, vous avez pas J'ai tout un ça tambour. Vous avez un tambour. J'ai un tambour et c'est à la rigueur le seul outil, entre guillemets, qui est, je ne peux pas dire obligatoire, mais parce qu'en fait, c'est le cheval avec lequel en fait, on voyage. Donc lui, c'est celui qui vient m'aider justement à aller atteindre certaines transes. Mais autrement, non, j'ai sur moi 2 pierres que j'aime énormément porter. Voilà, mais parce qu'en fait, ce sont des pierres qui me permettent aussi d'être enracinée. Parce que ça fait partie de mes défis de vie, d'être très enraciné. Et le chaman est quelqu'un qui n'est pas un mystique. Hein. C'est quelqu'un de très enraciné qui est dans la vie. On a souvent tendance à faire l'amalgame avec Exactement, ça. Ouais. exactement. Et c'est vrai que moi, j'ai une tendance, et ça, l'astrologie l'explique très bien, j'ai une tendance à très, très bien être connectée à tout. Donc, j'ai besoin, en fait, c'est plus pour moi une aide, en fait, à bien rester connectée à la Terre. Est-ce que vous avez le sentiment qu'une fois que vous avez accepté, effectivement, ce rôle de chaman, cette incarnation de chaman, les choses se sont décuplées chez vous? Oui. Ouais. Les choses se sont décuplées. Alors là encore, hein, en chamanisme sibérien, on considère que on nous donne énormément d'outils. On nous donne, les esprits m'ont donné plein de choses que je peux utiliser, mais pour les garder, je dois les pratiquer. Parce que c'est... et c'est pas considéré comme étant des dons, hein, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est que c'est un échange juste. C'est-à-dire que si on nous offre quelque chose, ben, on en fait quelque chose. Si on n'en fait rien, on nous le retire. Donc, c'est pour ça qu'il y a un besoin de pratique très, très fréquent en chamanisme. Et par exemple, moi, je pratique très régulièrement sur moi. Des pratiques que je n'ai pas à utiliser chez les autres, parce que je n'ai pas l'occasion, et tant mieux, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément très agréables. Mais pour maintenir cette capacité, exactement, vous le faites sur vous. Exactement, je le pratique sur moi. Par exemple il m'arrive régulièrement de refaire des pratiques, par exemple, sur des énergies un peu sombres. Alors je vais juste faire la pratique, sachant que je n'ai pas l'énergie sombre, mais je vais recontacter les esprits qui m'aident à aller travailler sur des énergies très sombres, pour entretenir le lien aussi. Comment êtes-vous certaine de ne pas être impactée de manière négative? Ah, je l'ai été. Ah, vous l'avez été? Ah oui. J'ai été attaquée à 4 reprises de manière très, très, très violente. Ça fait partie de la voie du chamanisme. J'ai été attaquée par des énergies sombres à plusieurs reprises. Les entités? Orchestrées par des gens bien vivants. Ah oui. Dans 2 Donc cas. des gens bien vivants, malveillants? Oui, malveillants, tout à fait. Sous forme de magie noire, des choses comme ça? Exactement, exactement. Les 2 fois, j'ai eu du mal à le sentir parce que justement, ça fait partie des choses qui sont très écartées de moi. C'est-à-dire que, et là, c'était aussi dans une période où j'étais encore dans des, on va dire, croyances aussi, que justement, dans la voie spirituelle, c'est en principe une voie où on ne va pas voir ce genre de choses, et c'est une voie dans laquelle on le voit beaucoup, ce genre d'utilisation. Et puis parce que si vous voulez, je ne voyais pas l'intérêt de venir m'attaquer, justement. J'étais en train de me développer comme chamane, les gens qui m'ont dégagée à plusieurs reprises, parce que je n'ai pas toujours pu le faire seule. J'ai fait une partie du travail, mais il y a une partie du travail que je n'ai absolument pas pu faire seule. C'est d'autres chamans qui l'ont fait pour vous? Non, je suis allée vers un ami qui est bioénergéticien, mais qui fait aussi, qui travaille beaucoup sur des très très grosses magies, et qui m'a dégagée à 2 reprises, vers une autre personne qui fait ce qu'on appelle des dégagements au plomb. Où il a fallu aussi repasser pour pouvoir me dégager. Ça serait intéressant de savoir, je ne sais pas si vous pouvez nous le dire, Sandrine, mais on se pose souvent la question dans notre vie du quotidien, quand des choses ne tournent pas rond, qu'on se sent mal, qu'on n'est pas aligné, on a souvent tendance à faire un raccourci en disant, si ça se trouve, il y a quelqu'un qui m'a jeté un sort, et quelqu'un a fait de la magie noire sur moi, etc. Comment en être certain, si ce n'est que d'aller effectivement soit vous voir, soit voir les personnes dont vous avez parlé juste avant? Alors, déjà, en fait, heureusement, c'est quand même pas quelque chose qui arrive très fréquemment. Après, il y a l'environnement dans lequel on vit. Quand on vit dans un environnement qui est stressant, qui est difficile, où il y a de la fatigue, il y a de toute façon des énergies polluantes. Chacun peut être le vampire d'une autre personne. Ne serait-ce que quelqu'un qui va être mal lui-même, qui va se plaindre, va venir en fait pomper vos énergies.
et du coup va vous faire vous sentir plus mal. En fait, on a plus souvent ce genre de choses qui viennent de l'environnement, qui viennent en effet faire en sorte qu'on se sente mal. Après, quand ce sont des magies, la manière de s'en rendre compte, c'est vrai que le mieux, c'est quand même de demander à quelqu'un. Mais on va dire quand il y a une accumulation de choses. Mais même chose, moi je connais des gens qui s'auto-sabotent, exactement, par des croyances très fortes. Et en fait, on ne peut pas leur en vouloir. C'est-à-dire quand il y a une accumulation de problématiques dans une vie, qui peuvent être juste des nœuds karmiques, en fait, des choses que les gens doivent expérimenter. Mais en effet, ils peuvent se dire, c'est pas possible, je joue de malchance. La seule chose, c'est qu'à force de le prononcer, on la crée. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que ce soit facile toujours à identifier. C'est vrai que c'est bien d'aller voir quelqu'un pour le demander. C'est vrai que l'accumulation des choses c'est à ce moment-là qu'il faut s'en méfier. Autrement, déjà se poser la question, mais est-ce que moi-même, je ne suis pas dans une croyance qui va vers ça ? Parce que l'accumulation est parfois synonyme de schéma répétitif. Aussi. Donc voilà, on se dit que... Et on se dit, il y a du transgénérationnel. Oui. Vous voyez, c'est toujours très délicat, c'est touchy quand même. Complètement, c'est très délicat. Moi, je sais que par exemple, les gens que je reçois, quand les gens me disent, ah, mais c'est pas possible, je dois être justement quelqu'un qui m'a acheté un sort, je commence à regarder d'abord dans leur présent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent avant tout du présent, en effet, de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants, justement de schémas qu'ils viennent reproduire. Et je commence toujours par regarder, moi, ce qu'on appelle le karma présent, avant d'aller sur les karmas des vies antérieures ou bien le transgénérationnel. Parce que ça fait partie aussi du travail que tout humain a à faire. C'est-à-dire qu'on a des épreuves, on a choisi, en fait, avant notre incarnation, de venir vivre un certain nombre d'expérimentations qu'on va vivre souvent comme étant des épreuves. Et en fait, ça, il y a une raison, entre guillemets, pour lesquelles on les vit. Et là, ça va être de venir prendre conscience, en fait, de ce qu'on est en train de vivre, du schéma, on va dire, par exemple, si on le compare en psychologie, on viendrait parler des blessures ou des traumas qui sont liés à ça. Et c'est plutôt d'aller comprendre et d'aller nettoyer ça qui va être important pour que la personne se dégage de ça. Et là, c'est tellement... Justement, la personne a choisi de venir incarner ça, de venir le vivre. Donc, par exemple, moi, je vais m'en référer à un guide très particulier qui appartient au chamanisme sibérien, qu'on appelle le maître de karma, auquel je vais me connecter pour demander, en fait, si j'ai le droit de venir travailler sur ça, sur cette personne. Et parce que, là aussi, c'est une voie de conscience, et que dans la voie de conscience, c'est déjà de se dire, OK, qu'est-ce que je suis en train moi-même de jouer ? Qu'est-ce que je suis en train de moi-même de créer ? Qu'est-ce qui appartient en effet à mon propre passé avant d'aller rejeter la faute ? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est un réflexe un petit peu facile. Il y a des réalités. On a tous du transgénérationnel, on a tous du karma de vie antérieure, ça c'est certain. Plus le karma sociétal et des choses comme ça. Et puis de la systémique dans laquelle on vit, ça c'est sûr. Mais moi je dis toujours, on commence par les rencontrer, ce qu'on a fait nous, ce qu'on est venu vivre nous dans cette incarnation. Mais c'est vrai que faire le distinguo n'est pas toujours, pas toujours facile. Non. Et on passe souvent par des raccourcis un peu faciles, pour le coup. Mais c'est toujours important d'être bien accompagné. Vous parlez de votre chemin qui passe par 3 voies. Oui. Donc le chamanisme, évidemment, le chamanisme sibérien. Exactement. La flamme jumelle. Et ce que vous appelez l'évidence. Oui. Alors l'évidence, ça c'est la quête de mon lieu. En fait, ce sont 3 voies. J'ai identifié ça. En fait, j'en parle comme ça maintenant parce que c'est la même chose a posteriori. Et si j'ai envie d'un petit peu les intellectualiser, parce que en fait, c'est 3 voies 3 quêtes entre guillemets que j'ai menées en parallèle, qui ont été en effet donc cette voie du chamanisme, donc m'accepter comme chaman, expérimenter, devenir chaman, pratiquer. Et en fait, en même temps, j'ai envie de dire m'est tombé dessus aussi ce qu'on appelle ce parcours flamme jumelle. Donc par une rencontre qui est en effet une rencontre qui est assez improbable là aussi. Et douloureuse ? Ah, c'est très douloureux. Ouais. C'est très douloureux. C'est ce que tout le monde dit quand on évoque les flammes jumelles. C'est en fait, alors moi c'est un parcours que j'appelle, c'est à la fois totalement exaltant et totalement souffrant. C'est-à-dire que c'est vraiment les montagnes russes, mais en fait c'est aussi un parcours avant tout d'unité en soi. C'est-à-dire que moi j'ai des gens qui viennent à moi pour ce parcours flamme jumelle, et qui me questionnent, mais est-ce que je suis flamme jumelle ? Et alors, je ne donne jamais la réponse, parce que ça fait partie du parcours, à la rigueur. C'est un parcours de foi, et c'est un parcours en fait de conscience. Et c'est avant tout pour moi un parcours thérapeutique. C'est pas forcément un parcours de couple,
même chose, comme l'a décrit souvent le New Age, ça n'a rien de rigolo, ça n'a rien, c'est un parcours avant tout thérapeutique de venir en fait, qu'est-ce que ça vient nous révéler en fait quand on fait cette rencontre? Quand on est sur ce parcours, qu'est-ce qui vient se révéler à nous comme blocage, comme limite, comme trauma? Mais une personne qui vous pose cette question, est-ce que je suis flamme jumelle, c'est qu'elle a, en face d'elle quelqu'un qui est susceptible d'être également sa flamme jumelle. Complètement. C'est ça, donc elle ne peut se poser cette question que si elle a... Complètement, si elle a fait la rencontre. Si elle a fait la rencontre. Exactement. On est bien d'accord. Exactement. Mais moi, je peux lui dire oui, il y a des choses qui cochent parce qu'il y a un parcours, en effet, il y a un certain nombre de points qu'on peut repérer sur le parcours flamme jumelle. Et je vais lui dire oui, en effet, vous cochez certaines cases. Mais après, de toute façon, ça fait partie. C'est avant tout un parcours de foi, et de foi, en fait, justement, en l'intangible, et en le fait que, surtout, on est là pour venir travailler sur soi, qu'on est là pour venir comprendre ce qui vient se jouer. C'est-à-dire que c'est un parcours, en effet, où on va justement beaucoup rencontrer les blessures en termes psychologiques, c'est-à-dire abandon, trahison, voilà, il y en a plein, et elles vont venir se rejouer. Et en fait, c'est avant tout pour moi un révélateur pour la personne d'une voie, justement, d'une quête de conscience, d'une quête spirituelle. C'est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est assez fascinant de voir effectivement de quelle manière vous appréhendez les choses, vous comprenez les choses. Et parfois, quand on a ce que vous êtes, on aurait envie de tout savoir. En tout cas, que vous apportiez toutes les informations et tous les éléments de réponse. Mais là, en l'occurrence, et comme pour le cas des flammes jumelles, vous ne donnez pas la réponse. Non. Il faut expérimenter. Tout à fait. Tout à fait. Alors certains vont dire, bah ouais, mais du coup c'est trop facile parce qu'on botte en touche. Ah non, c'est pas botter en touche, ça fait vraiment partie du parcours. Ça fait vraiment partie du parcours et c'est ce que je dis aux gens, mais à la rigueur, qu'est-ce que ça vous fait de le savoir? Moi, il y a un seul instant où je vais en fait faire un distinguo et vraiment en fait, pas forcément confirmer que la personne est flamme jumelle. C'est que par contre, le parcours flamme jumelle est même chose, parce que c'est quelque chose qui a été énormément médiatisé. C'est-à-dire que pendant un moment, j'avais plein de gens qui me disaient « je suis flamme jumelle ». Non, heureusement, tout le monde ne l'est pas. C'est pas forcément un choix d'incarnation facile, donc non, tout le monde ne l'est pas. Par contre, il y a des parcours toxiques qui ressemblent énormément au parcours flamme jumelle. Parce que cette notion de se retrouver dans une tonne d'amour tout d'un coup et quelqu'un qui, en fait, nous lâche, mais vraiment du jour au lendemain, revient, repart, c'est aussi des parcours toxiques qu'on peut connaître avec des grands manipulateurs, sans aller chercher même tout ce qui est pervers narcissique ou pervers narcissique. Et ça, c'est aussi des flammes jumelles? Non, justement. Mais par contre, il y a des gens qui confondent et qui sont sur des parcours toxiques. Donc là, par contre, moi, ce que je vais faire dans un cas pareil, c'est leur dire, je ne sais pas si c'est de flamme jumelle, par contre, ce que vous me décrivez me fait penser à un parcours toxique. Donc s'ils ont la possibilité d'avoir un psychologue, un psychiatre avec lequel ils peuvent aller travailler dessus, pour poser le diagnostic, parce que moi, je ne suis pas à même de poser le diagnostic. Maintenant, voilà, c'est des gens que j'ai beaucoup accompagné de gens qui ont ce type de parcours. Donc, je les repère, on va dire. Maintenant, ils doivent le faire confirmer ou pas. Mais la frontière est sensible. La frontière est sensible, exactement. Et c'est pour ça que, par contre, moi, je me permets d'alerter les gens en disant, écoutez, je ne suis pas sûre sur un parcours flamme jumelle, allez regarder quand même si ce n'est pas plutôt un parcours toxique, ce que vous êtes en train de me décrire. Donc, c'est là où je vais un peu plus intervenir. Mais parce qu'en fait, en principe, moi, l'information, je l'ai. Ah oui, en plus. Alors, si vous dites ça en plus et que vous ne donnez pas cette information, parce que ça fait partie du parcours. Ouais, je comprends. Ça fait partie du parcours, vraiment. C'est tellement un parcours, en fait, de reconnexion à soi, que ça fait partie du parcours. Et c'est ce que je dis aux gens, mais est-ce que c'est vraiment important? Parce que c'est pas ça l'important, en fait, dans ce parcours. C'est son accès thérapeutique, entre guillemets, ou son accès à un chemin de conscience. Donc, qu'est-ce que ça vous a révélé comme conscience? Qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter? Vous êtes aperçu qu'en fait, vous êtes dans un schéma répétitif de, je sais pas, justement, d'abandon permanent, OK, eh ben, on va travailler là-dessus. Et c'est ça, en fait, le but de ce parcours. C'est de venir, en fait, prendre conscience de ce qu'ils sont réellement. Flamme jumelle, ayahuasca, extraction, les tambours, animal totem, les voyages chamaniques, voilà tout ce que vous... Et dans votre lieu, donc, qui s'appelle L'Évidence. L'Évidence. Ouais. Et qui se trouve Qui se trouve à Caumont, à côté de... Donc, je suis à 50 minutes de Bordeaux. OK. Et là aussi, en fait, c'est un chemin initiatique. Et les 3 voies, en fait, ont cette voie, c'est une voie de patience dans les 3 cas. L'Évidence, en fait, c'est une quête qui va prendre vraiment, on va dire, 2 ans dans la matière, mais qui prend 8 ans, puisqu'en fait, elle commence, puisqu'en fait, je suis informée qu'il y a un lieu qui m'attend quelque part. Et puis, je vais mettre 2 ans, en fait, à le trouver.
Parce qu'au début, je vais avoir une approche très cartésienne en me disant, OK, on m'a dit que c'était un endroit que je connaissais, où il y a des contacts familiers, des choses comme ça. C'est quand même extrêmement excitant. Ah, c'est extrêmement excitant. D'avoir ces informations-là, c'est une chasse au trésor, quoi. Exactement, c'est une chasse au trésor, mais qui va du coup m'emmener là, avec mon rationnel, de me dire, oh, voilà, c'est vrai, quand j'étais enfant, je suis allée pas mal en Normandie, en Bretagne. À ce moment-là, j'habite Paris. J'ai quand même ma famille qui est entre l'Oise et Paris, dont 2 enfants qui, à l'époque, sont quand même encore assez jeunes. Ouais. Et en fait, voilà, je pense qu'il y a un côté très rationnel où je vais aller vers ces 2 régions où je vais forcément trouver. Et par exemple, le premier lieu que je visite, c'est dans une ville en Normandie qui s'appelle Caumont-l'Éventé. Sauf que mon lieu, c'est bien à Caumont. Voilà. Et quand on sait le nombre d'informations que vous recevez en rêve, dans vos rêves, vous ne la voyez pas? Vous ne le voyez pas, ce lieu? Si, j'ai plein d'informations. Si, je sais exactement. Je sais à quoi il doit ressembler. Je sais à quoi il doit ressembler. Mais on ne me dit pas où il est. Et oui, bien sûr. Et en fait, dans le parcours de cette quête de ce lieu, je rencontre du coup, au bout d'un moment... à force de chercher dans une partie de la France, je me dis, OK, je vais commencer à élargir un petit peu. Peut-être falloir à un moment que j'accepte qu'il faut peut-être que j'élargisse un petit peu. Et en fait, je contacte un agent immobilier qui me parle, en fait, qui me donne 2 noms. Je le contacte pour un bien, mais qui n'est pas du tout celui-là. Et il me parle de 2 noms, en fait. Il me donne 2 noms qui sont le nom, en fait, du tout petit village qui est à côté de mon tout petit village. Et en fait, quand il cite ces 2 noms, j'ai le cœur qui se déchire en 2. Et là, je me dis, OK, je sais que je suis arrivée et j'entends instantanément et tu vas devoir lâcher tous tes a priori. OK, d'accord. Wow. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il n'y a pas le bien n'est pas encore disponible. Et en il n'est pas à la vente. Il n'est pas encore à la vente. Et en fait, l'extraordinaire, c'est que je me suis mise en quête de ce lieu, moi, en juillet 2020, et que l'agent immobilier a rencontré ce lieu en juillet 2020. Parce qu'en fait, les propriétaires sont des amis d'amis d'amis qui lui parlent de ce lieu, parce qu'en fait, un jour, ils vont le mettre en vente, et comme ils sont en train de faire des travaux, ils disent, tiens, pour l'optimiser, voilà, qu'il soit le plus facile à vendre après, il vaut mieux que je refasse la salle de bain ou la chambre. En gros, c'est ça un peu la question. Et du coup, il voit ce lieu 2 ans auparavant, exactement où moi je me mets en route. Si tout n'est pas aligné. Exactement, et si tout n'est pas écrit. Si tout n'est pas écrit, absolument. Exactement. Donc aujourd'hui, vous recevez dans ce lieu? Je reçois dans ce lieu. Vous faites des retraites? Alors, il y a des retraites, donc des retraites spirituelles, qui sont vraiment avec des objectifs, on va dire, très thérapeutiques. Je reçois aussi en individuel pour des séances, mais je travaille aussi beaucoup à distance. C'est ce que j'allais vous demander, bien sûr. Je travaille beaucoup à distance. Et puis j'initie aussi, alors au chamanisme, mais j'initie par contre dans la tradition la plus puriste, à savoir en 1 à 1. Donc les gens viennent pendant 4 jours, à plusieurs reprises. Après, ça dépend. En fait, de même chose, de ce qu'eux-mêmes expérimentent. Et c'est vous qui décidez, à un moment donné, de dire « ça y est, c'est OK » Pour la personne? Ouais, vous êtes chaman. Ah non. Non. Je leur dis jamais non plus. Non. Non, même chose, expérimentation. Et comment est-ce que vous définissez la fin? C'est eux qui la définissent, c'est-à-dire quand eux sentent qu'en fait, ils ont atteint ce qu'ils sont venus chercher. Après, moi, j'ai quand même un certain nombre de choses que je leur transmets. Il y a tout ce qui est pour moi les essentiels. Il y a aussi en fait une posture. Il y a aussi un respect. Parce que c'est très ritualisé, le chamanisme. Donc ça va passer par comment est-ce que eux vont vivre en fait le chamanisme dans leur vie, dans leur quotidien aussi. Et en fait, moi, je leur délivre tout ce que j'ai appris, donc au travers de cette chamane sibérienne. Tout ce qui m'a été enseigné et tout ce que je continue à recevoir. Est-ce que il y a un grand changement entre la Sandrine d'avant et celle d'aujourd'hui, et dans tout, dans votre énergie, votre attitude, votre comportement, votre façon d'être, votre relation aux autres? Oui.
Oui, bah déjà, quand les esprits m'ont dit « tu vas devoir enseigner la voie de la patience », j'ai énormément ri. Parce que vous n'y étiez pas. Ah non, mais c'était même pas. C'est-à-dire que mes enfants m'appelaient le colonel. Hein. Voilà. Donc la patience et moi, non, c'était absolument pas ça. Ah ouais. Tout était millimétré, tout avançait, tout était... Donc même votre famille vous a vu changer? Oui, tout à fait, complètement. Et donc en bien? Bah, a priori, oui. En bien, oui. Après, c'est vrai que moi, je tente d'incarner cette voie. C'est-à-dire en effet, d'être dans cette patience, d'être dans ce côté très... dans le respect, en fait, de la vie autour de moi, dans le respect de tout ce qui vient à moi. Voilà, c'est pour moi vraiment... en fait, on dit qu'on pour éduquer un enfant, c'est beaucoup plus par l'exemple que par la parole. Et en fait, c'est un petit peu comme ça que je fais avec les gens aussi. C'est plus, pas par mon exemple, au sens je suis l'exemple qu'il faut suivre, mais par ce que je vibre, en effet, que je transmets. Pour terminer, Sandrine, quelle est la vie quotidienne? Est-ce que la vie quotidienne d'une chamane, aujourd'hui, en 2025, est ritualisée? Est-ce que oui, par exemple? Elle est assez ritualisée. Il y a quand même beaucoup de temps de... alors déjà, ne serait-ce que le premier rituel, c'est d'être en conscience, d'être en pleine présence, le plus possible. Donc ça demande un travail quotidien. Et à quel moment vous dites que vous ne l'êtes pas? À partir du moment, si jamais je me mets à me projeter, ou si je me mets en fait à me dire, tiens, quand je suis en train de faire quelque chose et que je m'aperçois que mon esprit est en train de faire autre chose. Je suis plus dans le présent, donc là, je réaligne. Après, oui, ça va être ritualisé. Alors, ça va être des pratiques qui vont être, ne serait-ce qu'un exercice du corps quotidien, parce qu'il faut être prêt, en fait, et propre, entre guillemets, à tout instant. Ça va être les pratiques sur moi, de manière très, très récurrente. Après, voilà, moi, j'ai un lieu où j'ai un ruisseau, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venue sur ce lieu. Donc je vais régulièrement auprès de ce ruisseau communiquer avec. C'est de me mettre le plus possible en connexion avec les éléments. C'est pour ça que je les porte sur les bras. Voilà, c'est ça la vie rituelle. C'est aussi, je m'investis beaucoup en fait dans des associations qui sont autour justement de ce petit village dans lequel j'habite. Parce que c'est ça en fait être chaman. C'est de vivre avec les autres et c'est le plus possible d'incarner en fait cette voie qui est une voie d'harmonie, de respect, qui est une voie de rituel, oui, qui est une voie d'expérience, d'effort, et de l'effort qui est bon. Et c'est cette voie de patience. Et vous allez faire vos courses dans les grandes surfaces? Non. Et vous mettez de Ah non? Non. Je fais mes courses... chez les propriétaires, les producteurs. Beaucoup. Alors je vais aussi quand même en grande surface de temps en temps. Non, mais parce que je veux dire que quand on vit dans cet univers, dans ce monde, même si vous nous l'avez dit, vous êtes une chamane, encore une fois, avec les pieds sur terre et bien ancrés, on se dit parfois qu'il y a un monde entre la réalité d'humain que nous sommes et ce que vous vivez en étant chamane. Je veux dire, on a parfois le sentiment qu'il y a... c'est lunaire, quoi, entre les deux. Alors oui et non, parce qu'en fait, justement, c'est ce que j'aime avec le chamanisme sibérien, c'est que je dois l'incarner dans mon quotidien et dans la vie. Donc c'est vrai que moi, c'est plutôt par choix. En effet, je ne vais pas en supermarché, mais quand j'y vais, par exemple, je ne suis pas comme certaines personnes gênées par les énergies. Parce que je trouve que, ok, en effet, c'est pas les mêmes énergies que les miennes, mais c'est les gens, en fait, que quelque part, je dois accompagner si un jour ils veulent venir à moi. Donc je ne vais pas les refuser, je ne vais pas me mettre, au contraire justement, et je ne vais pas créer cette dualité. Et dans ce petit village, tout le monde sait que vous êtes chamane? Oui, et ils l'ont su même avant que j'arrive, parce que les gens en fait à qui j'ai acheté le bien leur ont dit. Donc j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et donc juste pour le décrire, ce lieu, il y a quelque chose de particulier? Vous avez, je sais pas, un hôtel de quelque chose? Vous avez... un endroit où vous... j'ai un endroit où j'ai ma salle dans laquelle je pratique. Dans la salle, ouais. Qui est en fait... Alors, le lieu est un petit peu particulier. C'est une maison qui est accrochée, entre guillemets, comme à un flanc, rocheux. Ouais. Donc, en fait, le lieu où j'œuvre est presque... Ça serait en fait un sous-sol. Sauf qu'en fait, c'est un plein pied, puisque je descends en fait le long du truc. Mais je suis entourée de pierres, par exemple.
Voilà. Après, oui, il y a des sources, il y a le ruisseau qui passe en bas, il y a des énergies qui sont un petit peu particulières apparemment, qui s'y promènent et qui viennent travailler sur les gens même sans que moi j'ai besoin d'œuvrer. Et vous connaissez l'histoire de ce lieu alors, j'imagine? Non, je n'ai pas cherché. Ok. Non. Vous n'avez pas cherché à savoir qui, quoi, comment, quelle est l'histoire du truc? Non. Je l'ai juste... il a été justement une telle évidence, c'est-à-dire que quand j'y suis rentrée, ça a été tellement, même violent, physiquement. J'ai fait une symbiose avec ce lieu avant d'y arriver. C'est-à-dire que j'étais encore à vivre dans mon ancienne maison dans l'Oise. Je savais que j'avais le lieu, voilà, mais je n'y pensais pas. Et en fait, je me suis retrouvée dans le lieu. Donc, ok, voilà. Wow. Et c'est ce qu'on appelle une symbiose. Wow. Et j'ai dû d'ailleurs même couper avec ce lieu parce qu'autrement, il me prenait trop d'énergie. Est-ce que vous êtes heureuse de ce que vous êtes aujourd'hui? Je suis très heureuse de ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que c'est parfois lourd à porter? Oui, tout à fait. Ce qui peut être très lourd, c'est les histoires des gens que j'accompagne. C'est quand, en effet, il faut aller dans des choses qui sont très dures. Et en même temps, c'est ce qui est... par contre, ce que j'adore aussi, c'est aussi d'accompagner les gens, que ça soit en retraite, que ça soit dans des rituels, que ça soit dans des espaces de guérison, entre guillemets, quels qu'ils soient. Voilà, qu'on vienne parler d'un traumatisme, qu'on vienne parler d'un schéma répétitif, qu'on soit en quête de sens, qu'on soit... Voilà. Là, en effet, là où je viens intervenir, et ça, j'adore. Ça, j'adore. Sandrine Hélier, voilà, on va vous mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Sandrine. Et donc, du coup, vous avez des sessions, je suppose, non? Pour les retraites? Ouais, pour les retraites. Non. Ah non? En fait, c'est sur mesure. Ok. Donc, je l'ai fait sur mesure. Oui, les gens peuvent me contacter et on organise quelque chose. Après, oui, de temps en temps, je fais des sessions, mais c'est pas... c'est à voir. Je laisse venir, là, pour le coup, en fonction des demandes. Exactement, et en fonction tout à fait. Des suggestions. Qu'est-ce que vous vous autorisez à refuser chez les gens, en disant non, je pense que... Les gens qui n'ont pas envie d'aller vers quelque chose de profond et d'aller dans l'effort. Pourtant, tous les gens qui vont faire cette démarche partent de cette intention. Alors, en fait, il y a un côté, justement, qui est très lié au chamanisme, mais aussi à la thérapie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent et qui vous disent « Ok, vous avez la baguette magique, faites ». Et ça, moi, je ne peux pas. Parce qu'il y a justement le libre arbitre de la personne. Et que dans ce libre arbitre de la personne, il faut en fait qu'il soit en conscience et qu'il veuille faire ce travail. C'est un travail qui prend du temps. Moi, c'est des séances qui vont durer 2 à 3 heures. Et on part pour 3 à 6 mois avec des séances qui vont être tous les 3 semaines, à peu près 1 mois. Et dans cet accompagnement, il va falloir que les gens sachent qu'ils vont venir expérimenter. Et donc, c'est là où ça leur demande un effort. C'est aussi un effort de conscience, c'est un effort de... Donc, si la personne n'est pas prête à aller là-dedans, et ce que je peux tout à fait entendre, il n'y a aucun jugement de ma part, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas prêt à aller là-dedans, ça ne me pose aucun souci, mais c'est vrai que moi, je ne vais pas lui faire perdre son argent et son temps, ni moi, entre guillemets, c'est même pas perdre mon temps, parce que c'est une expérience pour moi, mais je trouve que c'est pas respectueux de la personne. Donc ça, oui, je vais pas le faire. Merci beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup. Merci, quel parcours incroyable. Merci pour cet échange. Encore une fois, tous les liens pour entrer en contact avec Sandrine, son lieu, autour de cette vidéo, bien entendu. Et le site, c'est Chanamer? Oui. Chanamer.com. Oui, tout à fait. Qui veut dire? Chanamer? Ah. En fait, c'est un jeu de mots entre mon nom de chaman. Et c'est ça. Ouais. Et en fait, la mer, qui est un point de repère choisi par les marins sur en fait, ça peut être une maison avec des volets d'une couleur particulière. Et j'ai toujours aimé ce mot, amer. Et c'est en fait, voilà, c'est le point de repère, la mer. Donc c'est un jeu de mots entre mon nom de chaman et cet amer. Et votre nom de chaman? Shanama. Shanama. Merci infiniment. Je n'ai pas choisi. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. J'imagine. De toute façon, ils ont tout décidé. C'est ça. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et roule. Exactement. Roule. Merci beaucoup, Merci Sandrine. Infiniment Merci pour vos commentaires bienveillants comme toujours. Et je sais que vous allez beaucoup apprécier cette émission et nous dire ce que vous en pensez. Donc merci de votre fidélité et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous.